Monsieur le Président, Mesdames les secrétaires perpétuels, chers confrères, chers amis et surtout, chère Édith, le nom et l'œuvre de Pierre Buser ne peuvent être évoqués sans émotion, mais également, et cela peut paraître étrange, sans une certaine joie, qui est celle de retrouver pour un moment une étonnante source d'inspiration, mais plus encore un ami précieux qui ne laissait personne indifférent. J'évoquerai brièvement la période qui couvre les années de Pierre Buser à l'Institut Marais, puis à ses débuts à Jussieu. Il fut, dès cette période, un homme de son temps, respectueux de la tradition, mais aussi un courageux précurseur qui était trop souvent victime de sa modestie et d'une rigueur qui faisait de lui une figure attachante, complexe et hors du commun. Normalien, il délaisse la physique pour les sciences du cerveau et il rejoint en 1951 l'Institut Marais que dirige Alfred Fessard, un élève de Henri Pierron, professeur au Collège de France. Situé au fond d'un parc qui jouxte le stade Roland-Garros, ce bâtiment sera malheureusement détruit en 1978 pour agrandir le stade. C'était une bâtisse un peu désuète, qui avait une glorieuse histoire, puisque Étienne Jules Marais y a mis au point à la fin du XIXe siècle l'appareillage qui lui a permis d'enregistrer la pression artérielle, puis de décomposer avec la photographie à grande vitesse qui annonce la venue du cinéma, les mouvements de l'homme, le galop du cheval et le vol des oiseaux. C'est à l'Institut Marais, patronné par le Collège de France et sous la direction de Alfred Fessard, qu'après la Seconde Guerre mondiale va renaître, et plutôt naître, la neurophysiologie française. En effet, il faut comprendre que l'étude du système nerveux avait été étouffée jusque-là, à la Sorbonne, pendant de longues années, par l'attention exclusive et totalement stérile consacrée aux chronaxies de Lapicque et Bourguignon, qui ne voulaient rien voir de l'essor que connaît en ce domaine le monde anglo-saxon. Pierre Buser va participer à cette renaissance aux côtés de pionniers tels Ladislav Toc, Thomas Zabot, de Jacques Paillard, Yves Gallifrey et leurs élèves, dans cette véritable ruche que fréquentaient Robert Naquet, Yves Laporte et René Couteau, de nombreux thésards, neurologues et neurochirurgiens, et où affluaient véritablement des visiteurs prestigieux venus du monde entier. Il effectue d'abord sa thèse sur les centres nerveux visuels des vertébrés inférieurs, poissons, batraciens, oiseaux, et il analyse les propriétés spatio-temporelles des réponses recueillies dans le tectome après stimulation du nerf optique ou par activation visuelle. Il identifie des réponses lentes qu'il attribue aux structures dendritiques des neurones ainsi mises en jeu. Il était en cela un vrai précurseur, puisqu'on connaît maintenant l'importance des dendrites dans la physiologie cérébrale. Il passe ensuite un an à Los Angeles, à UCLA, chez Horace Magoon, où il travaille sur les voies descendantes d'origine corticale qui contrôlent chez le singe la formation réticulaire responsable de l'éveil et des différents stades de vigilance que Magoon vient de découvrir. De retour à l'Institut de Marais, il obtient avec Denis Fessard les premiers enregistrements intracellulaires inhibiteurs des cellules pyramidales, du cortex cérébral et des activités excitatrices des cellules de Purkinje du cervelet chez le chat. Mais la réaction dogmatique, erronée de John Eccles, qui était le père de l'électrophysiologie cellulaire et qui a reçu pour ça le prix Nobel, les a découragés. On peut faire à ce propos deux remarques. La première, c'est que la qualité inégale de leurs enregistrements illustrait effectivement les limites des techniques de ce travail, du moins de leur travail à cette époque, mais qu'il est dommage qu'ils aient arrêté là leurs investigations. La deuxième est que Pierre Buser, oubliant généreusement ses déboires, m'a fortement soutenu, de même que René Couteau, lorsque j'ai accepté l'invitation d'aller chez Eccles me familiariser avec la physiologie cellulaire, au contraire de Denise Fessard, qui ne lui pardonnait rien
Et Dukiduku ne m'a rien pardonné non plus. Dans une intéressante autobiographie, Pierre Buzer raconte lors d'un congrès international au Québec qui était consacré aux mécanismes cérébraux et à la conscience, déjà, on en parlait, il décida de se consacrer à l'étude des grandes fonctions corticales. Il s'associe alors avec Denise Alfessard et tous deux cartographient la distribution des potentiels évoqués et des activités unitaires du anesthésio-chloralose, l'apparition de ces réponses, leurs interactions. Tous deux créent une véritable école qui met en évidence l'étendue encore insoupçonnée des zones de projection, des zones de représentation associative multimodale à longue latence pour la vision, l'audation et la somesthésie dans des régions que l'on croyait justement totalement silencieuses. Il s'installe bientôt à Jussieu, où il est professeur et il va créer et diriger un important département des neurosciences. Sa recherche prend alors une dimension nouvelle, comprenant en effet que l'anesthésie, et particulièrement celle au chloralose, peut être trompeuse. Il décide d'enregistrer à l'aide d'électrodes à demeure l'animal libre de ses mouvements et vigile lors de comportements définis et contrôlés. On peut dire que, ce faisant, il sort sa discipline de l'ornière. C'est une voie difficile. Il devient ainsi, selon son expression, un neurophysiologiste fonctionnel. Il fonde, avec l'appui de son épouse Arlette Rougeol, qui était une physiologiste hors norme et un indéfectible soutien, la physiologie intégrative du système nerveux, dont les succès annoncent l'émergence des sciences cognitives. En témoignent les recherches associées par les prochains intervenants qui vont se succéder maintenant. Je passe sur les commentaires que je voulais faire pour dire que tout d'un coup, il va mettre en avant la dynamique des neurones dans les différentes structures dont on va vous parler dans un instant. Pierre Buzer est devenu ainsi un créateur sans égal, un sceptique aussi, dont l'esprit critique s'exercera bientôt sans concession contre les tropettes de l'autosatisfaction chères aux tenants de sa discipline. En particulier, dans les ouvrages généraux, L'inconscient en mille visages, Cerveau de l'un, cerveau de l'autre, Neurophilosophie de l'esprit, tous parus chez Odile Jacob. Il s'interroge sur le rôle des localisations cérébrales, sur la notion d'inconscient, sur la difficulté à comprendre comment le système nerveux génère la subjectivité, et encore sur les limites de l'imagerie cérébrale qui ne cessait de le préoccuper. Oui, vraiment, Pierre Buzer était un esprit magnifique dont l'apport scientifique et théorique devrait nous faire encore pendant longtemps réfléchir. Merci de votre attention. Il est prévu quelques questions, si tu acceptes d'y répondre. Très volontiers, d'autant que j'ai respecté mon temps de parole, Monsieur le Président. Absolument. Oui. J'en suis même surpris. Tout arrive. Oui, tout arrive. Y a-t-il des questions, commentaires? Oui. Roger Volian. Ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Quand j'ai été élu à l'Académie, j'ai été extrêmement surpris de recevoir 2 ou 3 jours après une lettre de Pierre Buzer que je ne connaissais pas et qui me souhaitait la bienvenue. Et c'est quelque chose qui montre la qualité de Pierre Buzer. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait probablement pas. Peut-être qu'il avait vu mon dossier, je ne sais pas. Et je n'ai jamais su pourquoi il m'avait écrit cette lettre si gentille. Merci de ce témoignage parce qu'effectivement, Pierre Buzer avait une formidable capacité à nouer des relations et des contacts avec les membres de différentes sections au sein de notre compagnie, et c'était un de ses très grands talents. S'il y a un autre témoignage, peut-être, oui. En écho à ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, Pierre Buzer a été très longtemps le président de nos réunions en mathématiques. Donc il était bien connu par les mathématiciens. Et il leur a rendu un fier service en l'an 2000. En l'an 2000, il y a eu ouverture d'un pli cacheté de Wolfgang Döblin. Wolfgang Döblin était né allemand. Il est mort français, suicidé,
devant l'avancée des troupes allemandes, après avoir rédigé un texte qu'il avait envoyé comme pli cacheté à l'Académie des sciences sous le titre « Sur une équation de Kolmogorov ». Les probabilistes avaient conscience que ce texte existait, mais il n'y avait pas moyen de le sortir. Il fallait pour cela que la famille le demande et de manière homologuée. Pierre Buser a été saisi de la question, il présidait la commission des plis cachetés. Il a décroché son téléphone et l'affaire a été réglée avec la famille. Le pli cacheté a été ouvert. Il a été publié comme une annexe au compte-rendu de l'Académie des sciences à la fin de l'an 2000 et il a fait fureur chez les probabilistes. Il s'est avéré que Wolfgang Döblin était largement en avance sur son temps pour pas mal de questions de probabilité. Donc les mathématiciens lui doivent une fière chandelle. Maintenant, comme tout membre de l'Académie, je lui dois aussi la reconnaissance pour toutes les conversations personnelles que nous avons pu avoir.